Si l'Iran a transformé 14 jours de silence en armes, ce récit révèle comment la pose de Trump est devenue le déclencheur d'un séisme régional. Alors que la guerre au Moyen-Orient se poursuit sans relâche, le monde vient de traverser 14 jours de silence artificiel, un silence mortel, étouffant, de ceux qui précèdent l'arrivée d'un tsunami. Pendant que les diplomates à Washington et à Tel Aviv étaient encore enivrés par les vapeurs du pouvoir et s'amusaient avec des projets de cessez-le-feu sans substance lors de soirées arrosées, profondément sous les forteresses calcaires de Téhéran, la machine de guerre iranienne s'était déjà rétablie et avait terminé son rechargement éclair. Chaque silo de missiles, chaque lanceur mobile, chaque usine secrète fonctionnait à pleine capacité. Les 2 semaines de soi-disant cessez-le-feu n'ont jamais été une véritable paix. Ce n'était qu'un stratagème soigneusement calculé, une brillante manœuvre stratégique permettant aux puissances de l'Axe d'avoir le temps d'aiguiser leurs armes pendant que Trump lançait des menaces vides sur Twitter et que Netanyahou exhibait à la télévision son système de défense aérienne invincible du dôme de fer. Apparemment, la stratégie consistait à tweeter assez fort, en espérant que la physique prenne congé pour l'après-midi. Mais le temps était écoulé, le cessez-le-feu avait pris fin, et à ce moment précis, le guide suprême a donné l'ordre. L'Iran a lancé une frappe préventive dévastatrice dont on se souviendrait pendant des siècles, non seulement contre Israël, mais directement contre le cœur de la puissance américaine au Moyen-Orient. La base aérienne d'Al-Udeid, au Qatar, la plus grande et la plus importante base militaire américaine de toute la région, quartier général du commandement central américain, le CENTCOM, des centaines de missiles hypersoniques Fatah, ces rois dinosaures, hurlant à Mach 15, enveloppés de boucliers de plasma capables d'aveugler tous les radars, ont déjà déchiré le ciel. Des essaims de milliers de drones suicides intelligents, aussi bon marché que des motos, mais aussi meurtriers que de l'artillerie guidée, envahissent l'espace aérien comme une plaie biblique de sauterelles. À ce moment-là, les pistes d'Al-Udeid sont en train d'être éventrées. Des F-35 américains et des avions de commandement brûlent au sol. Le fier symbole de la domination américaine dans le Golfe se transforme en brasier. Netanyahou est à genoux, suppliant qu'on lui vienne en aide. Trump, l'homme qui avait jadis promis d'écraser l'Iran d'une main de fer, serait en mode panique, tentant désespérément d'arrêter la guerre qu'il a contribué à provoquer. Ce n'est pas de la spéculation, c'est l'histoire qui se déroule en temps réel. Pour un mouvement qui vend la force en majuscule, le silence dans la salle de crise est soudain devenu très minuscule. La carte du Moyen-Orient est en train d'être redessinée par le feu. La tempête a commencé et la soi-disant superpuissance cligne déjà des yeux. Loin sous les anciennes montagnes calcaires de l'Iran, dans un vaste labyrinthe de villes secrètes taillées dans la roche solide, la machine de guerre de la République islamique ne s'est pas contentée de se rétablir. Elle est revenue à la vie avec une vitesse et une fureur terrifiantes. 14 jours, seulement 14 jours de ce soi-disant cadeau de cessez-le-feu offert par Donald Trump, et Téhéran a transformé ce temps précieux en la résurrection militaire la plus explosive que la guerre moderne ait jamais vue. Ce cadeau était emballé dans de la fanfaronnade électorale et noué avec un ruban de confusion stratégique. Ce n'était jamais de la faiblesse, ce n'était jamais une reddition, c'était du génie froidement calculé. Pendant que les satellites américains balayaient des sables désertiques vides et que les analystes occidentaux déclaraient avec suffisance que l'Iran était épuisé, les forces du guide suprême opéraient à 300% de capacité dans des forteresses de montagne qu'aucun espion dans le ciel ne pouvait vraiment atteindre. Des usines cachées bourdonnaient comme des frelons en colère. Des autoroutes souterraines transportaient dans l'obscurité des milliers de moteurs à combustible solide, d'ogives hypersoniques et de nouveaux systèmes de guidage mortels. Les villes de missiles de l'Iran ne sont pas des entrepôts. Ce sont des bêtes vivantes, respirantes, décentralisées, capables de se réparer elles-mêmes, impossibles à tuer. Chaque lanceur qu'Israël prétendait avoir détruit était instantanément remplacé par 3 nouveaux fantômes mobiles, plus rapides, plus intelligents et plus mortels qu'avant. En seulement 336 heures, l'Iran a doublé la densité des lanceurs dans les zones critiques et transformé de vieilles armes en prédateurs intelligents. Les améliorations étaient glaçantes. Les maîtres iraniens de la guerre électronique ont disséqué chaque pièce de technologie américaine et israélienne qu'ils avaient abattue. Ils y ont injecté des cerveaux d'intelligence artificielle de pointe. Ils ont ajouté des yeux optiques qui se moquent du brouillage GPS. Ils ont enveloppé les ogives de revêtements furtifs au plasma et leur ont donné la capacité de danser à Mach 15, en changeant de direction comme des avions de chasse dans les dernières secondes du vol. Beaucoup de ces monstres réveillés avaient été spécifiquement programmés avec les coordonnées précises de la base aérienne d'Al-Udeid.
le plus grand et le plus important bastion militaire américain de tout le Moyen-Orient, le fier cœur du CENTCOM. Trump pensait être malin. Il pensait que 14 jours refroidiraient l'Iran. Au contraire, il a offert à son ennemi la fenêtre parfaite pour recharger chaque silo, alimenter chaque bête hypersonique Fatah et armer des milliers de drones suicides avec un seul objectif, la dévastation totale. Cela a été vendu comme de l'art de négocier, mais cela a vieilli comme une fiche de presse rédigée pendant une pause publicitaire. Le jeu psychologique était magistral. L'Iran a délibérément laissé apparaître juste assez de convois nocturnes sur les images satellites, des mouvements massifs et menaçants destinés à faire transpirer le Pentagone en silence. Le message était fort et clair. Regardez-nous, plus vous attendez, plus notre frappe deviendra dévastatrice. Voilà la vraie puissance de l'Iran. Ils ne dépendent pas d'usines géantes faciles à bombarder. Ils disposent de milliers de petits ateliers cachés, enfouis dans les montagnes et les zones civiles. Un système nerveux décentralisé qu'aucun superordinateur du Pentagone ne peut cartographier ni détruire. Lorsque l'horloge du cessez-le-feu est arrivée à zéro, l'arsenal iranien ne s'était pas simplement rétabli. Il avait évolué en quelque chose d'apocalyptique. Un ressort comprimé jusqu'à sa limite absolue, prêt à déchaîner l'enfer sur les aérodromes d'Israël et sur le joyau américain au Qatar. Donald Trump, l'homme qui se vantait autrefois d'écraser l'Iran d'une main de fer, venait de commettre la plus grande erreur stratégique de sa vie. Il a donné au lion le temps d'aiguiser ses griffes. Les dragons étaient pleinement réveillés, les mèches brûlaient, et l'ancien ordre s'apprêtait à partir en flammes. Au centre de ce moment se trouvait Donald J. Trump, le soi-disant négociateur ultime, l'autoproclamé destructeur de l'EI, le président qui avait autrefois juré d'écraser l'Iran avec le poing le plus fort de l'histoire, et il s'est figé au moment même où le compte à rebours du cessez-le-feu approchait de zéro. Quand chaque rapport de renseignement criait que l'Iran se rechargeait à une vitesse terrifiante, Trump a cligné des yeux. Il a cligné fort. Au lieu de frapper le premier ou de soutenir Israël avec une force réelle, il s'est précipité pour prolonger le cessez-le-feu de 2 semaines supplémentaires. Une reddition désespérée de dernière minute déguisée en sagesse stratégique. Ce n'était pas de l'art d'État. C'était de la peur avec une cravate rouge. La cravate restait éclatante, mais la doctrine en dessous semblait soudain à court de batterie. Pendant que Téhéran transformait ses 14 jours en usine d'armement mortel, Trump était assis à la Maison-Blanche, fixant des rapports qui rendaient nerveux même ses généraux les plus bellicistes. Il a compris quelque chose de terrifiant. Le Moyen-Orient de 2026 n'était plus le terrain de jeu de 2020. L'Iran avait évolué. Ses missiles étaient plus intelligents, ses villes souterraines plus profondes, et sa volonté de combattre beaucoup plus forte que Washington ne l'avait jamais imaginé. Trump, l'homme qui adore se vanter de la paix par la force, a soudain découvert que la vraie force vient avec une facture terrifiante. Il a compris que lancer une guerre totale maintenant transformerait le golfe Persique en mer de feu. Les bases américaines dans toute la région, surtout le joyau de la couronne, la base aérienne d'Al Udeid au Qatar, étaient des cibles faciles pour la tempête hypersonique que l'Iran préparait. Un seul mauvais geste, et des milliers de soldats américains pourraient rentrer chez eux dans des sacs mortuaires. Mais ce n'était pas seulement la peur militaire, c'était aussi l'argent. Trump, le président homme d'affaires, connaît les chiffres mieux que quiconque. Une guerre généralisée ferait exploser les prix du pétrole. L'économie mondiale, déjà fragile, s'effondrerait. Son précieux marché boursier, celui dont il se vante constamment, s'écroulerait plus durement qu'en 2008. Alors, au lieu d'être l'homme fort qu'il prétend être, Trump a choisi de repousser le problème à plus tard et d'appeler cela du leadership. Au département de l'image de marque, la retraite sonne toujours mieux une fois rebaptisée leadership. Même les soi-disant alliés arabes de l'Amérique le suppliaient de reculer. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis envoyaient des messages secrets ruisselants de panique. Ils ne voulaient pas devenir les prochaines cibles. Ils savaient que si l'Amérique déclenchait une guerre, les missiles iraniens et les forces par procuration transformeraient leurs champs pétroliers et leurs villes en ruines fumantes en quelques heures. Les riches monarchies du Golfe, si habituées à se cacher derrière la protection américaine, ont soudain compris que le bouclier se fissurait. Puis vint Netanyahou. Le premier ministre israélien aurait été au téléphone, hurlant pour obtenir des frappes américaines immédiates, davantage de batteries du dôme de fer, n'importe quoi pour sauver la face. Mais Trump l'a laissé en plan. Il a abandonné son plus proche allié dans la région, choisissant plutôt de protéger son propre avenir politique. Pendant que le rêve de victoire totale de Netanyahou se transformait en cendres, Trump était occupé à calculer comment présenter cet échec sur trousse sociale. Quand le champ de bataille devient rouge,
Le premier réflexe de la machine de propagande reste de chercher une légende flatteuse. Cette hésitation a été la trahison ultime de la puissance américaine. En donnant à l'Iran ses précieux 14 jours, Trump n'a pas acheté la paix. Il a acheté une arme chargée pointée sur le front même de l'Amérique. Il a offert à la République islamique la fenêtre parfaite pour perfectionner sa frappe sur Al-Udeid, améliorer ses monstres hypersoniques Fatah et coordonner la plus grande offensive préventive que le Moyen-Orient ait jamais vue. Trump pensait jouer aux échecs en 4D. En réalité, il a marché droit dans le piège de l'Iran. Il croyait que la pression économique et les menaces vides forceraient Téhéran à s'agenouiller. À la place, l'Iran a regardé l'hésitation de l'Amérique et y a vu de la faiblesse. Ils ont vu un empire qui parle durement, mais qui est terrifié par une vraie guerre. La soi-disant puissance Trump que le monde craignait autrefois s'est révélée n'être rien d'autre que des tweets bruyants et une retraite stratégique. À cause de cette erreur catastrophique, l'Iran n'a plus senti qu'il devait attendre. Ils ont choisi de frapper les premiers, fort, vite et sans pitié. Ils ont décidé de réécrire les règles du jeu pendant que Trump hésitait encore. Le plateau n'était pas un échiquier en 4D, c'était une carte. Et les pièces bougeaient pendant que le slogan était encore en train d'être poli. Les lions ne dorment plus. Ils commencent à chasser. Et l'homme qui avait promis de rendre sa grandeur à l'Amérique vient de remettre les clés du Moyen-Orient au guide suprême de l'Iran. Après des décennies de patience stratégique, l'Iran a officiellement enterré l'ancien manuel. Dans les salles de guerre sous Téhéran, une nouvelle doctrine militaire radicale est née. Une doctrine au nom terrifiant, frappe préventive pour la survie. Ce n'est pas de la défense, ce n'est pas de la riposte. C'est une annihilation totale et calculée, lancée avant même que l'ennemi puisse reprendre son souffle. Pendant des années, le monde a vu l'Iran encaisser sanctions, assassinats et menaces avec une patience froide. Mais la prolongation lâche du cessez-le-feu par Trump a été la goutte de trop. Téhéran a compris qu'attendre plus longtemps signifiait une mort certaine. Dans la guerre moderne, le camp qui frappe en second est déjà mort. Alors l'Iran a complètement renversé le scénario. Au lieu d'attendre que les F-35 israéliens apparaissent sur ses radars ou que les groupes aéronavals américains se positionnent, le guide suprême a donné l'ordre de frapper le premier de manière décisive, écrasante et sans hésitation. Les cibles ont été choisies avec une précision chirurgicale. Les aérodromes, centres de commandement et infrastructures énergétiques d'Israël. Et surtout, le joyau de la puissance américaine dans la région, la base aérienne d'Al-Udeid, au Qatar. Ce n'était pas une décision aléatoire. Al-Udeid n'est pas une base comme les autres. C'est le cœur battant du CENTCOM, le centre de commandement à partir duquel l'Amérique contrôle tout le Moyen-Orient. Elle abrite plus de 10 000 soldats américains, des dizaines de F-35, des bombardiers stratégiques et les systèmes de commandement et de contrôle les plus avancés. La détruire aveuglerait instantanément l'Amérique. L'Iran a consacré chaque heure du cadeau de Trump à préparer ce coup de maître. Les lanceurs mobiles ont été déplacés vers des positions cachées. Les réseaux de communication ont été renforcés contre le brouillage. Des milliers de missiles hypersoniques Fatah ont été programmés avec les coordonnées exactes des pistes, des dépôts de carburant, des réseaux radars et des bunkers souterrains d'Al-Udeid. En même temps, des essaims de drones suicides intelligents ont été synchronisés pour une attaque multi-axe. Cette nouvelle doctrine est brutalement simple. Briser le système nerveux de l'ennemi dans la première heure. Détruire sa capacité de répondre avant même qu'il comprenne ce qui se passe. Pendant que Trump tweetait encore des menaces vides et que Netanyahou se vantait d'une victoire totale, l'Iran avait déjà transformé toute la région en zone de destruction. La beauté de cette stratégie réside dans son asymétrie. L'Iran n'a pas besoin d'égaler l'aviation américaine ou la technologie israélienne. Il lui suffit de les submerger par le volume et la vitesse. Des drones bon marché servent d'appât pour épuiser les intercepteurs coûteux américains et israéliens. Les missiles hypersoniques Fatah traversent les défenses comme des couteaux chauds dans du beurre. Des missiles balistiques à guidage de précision s'abattent sur des cibles durcies qu'aucun bunker ne peut pleinement protéger. En frappant le premier, l'Iran prend l'initiative. Il force Israël et l'Amérique à adopter une posture réactive et paniquée. Téhéran ne resterait plus assis à attendre le prochain train de sanctions ou le prochain assassinat. Désormais, toute agression serait accueillie par une préemption immédiate et dévastatrice. L'hésitation de Trump n'a pas calmé la situation, elle l'a enflammée. Sa faiblesse a convaincu les dirigeants iraniens que la soi-disant superpuissance bluffait. Plus l'Amérique tardait, plus l'Iran devenait fort. Ce que Trump croyait être une diplomatie habile était en réalité la poussée finale qui a convaincu Téhéran d'abandonner toute retenue. Voilà la nouvelle réalité au Moyen-Orient. L'ère de l'impunité américaine est terminée. L'ère de la puissance préventive iranienne a commencé.
le guide suprême n'a pas seulement donné un ordre militaire, il a proclamé une nouvelle loi de survie. Frapper le premier, frapper fort, frapper d'une manière que l'ennemi ne peut pas imaginer. L'ancien scénario parlait de pression maximale. Les nouvelles images ressemblent plutôt à une erreur de calcul maximale. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque l'horloge a atteint 0. Des centaines de lanceurs ont ouvert le feu simultanément. Le ciel au-dessus du Golfe et du Levant est devenu noir de missiles et de drones. Al-Udeid, autrefois considéré comme intouchable, se trouvait maintenant dans le viseur de l'assaut préventif le plus coordonné de l'histoire. Les anciennes règles sont mortes. Une nouvelle loi a été écrite dans le feu et l'acier. Puis vint le monstre. Lorsque l'horloge a atteint 0 et que le cessez-le-feu est mort, le ciel au-dessus de l'Iran s'est fendu sous un tonnerre qui a fait trembler la terre elle-même. Depuis des silos cachés à Semnan et Ispahan, la bête s'est éveillée. Fatah, le roi dinosaure hypersonique, l'arme ultime d'annihilation préventive de l'Iran. Ce n'était pas seulement un autre missile, c'était une guerre évolutive. Volant à Mach 15, soit 15 fois la vitesse du son, Fatah ne vole pas. Il domine l'atmosphère. En déchirant le ciel, la friction intense transforme son enveloppe extérieure en un bouclier de plasma incandescent, une boule de feu lumineuse qui aveugle tous les systèmes radars sur Terre. Les satellites américains et israéliens n'ont rien vu d'autre qu'un fantôme enveloppé de feu, pendant que Trump se vantait encore de sa pression maximale et que Netanyahou proclamait l'invincibilité du dôme de fer. La première vague de missiles Fatah fonçait vers ses cibles avec une fureur froide et imparable. La cible principale, la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, la plus grande et la plus importante installation militaire américaine au Moyen-Orient, le cœur battant du CENTCOM, le centre de commandement qui contrôle chaque opération américaine dans toute la région. Fatah n'est pas venu seul. Il est venu comme la pointe de la lance du jugement. Ces monstres hypersoniques manœuvrent comme des prédateurs vivants. Dans la phase terminale, à des vitesses qui devraient rendre tout virage impossible, les propulseurs de contrôle avancés de Fatah entrent en action. Ils exécutent des virages à 90 degrés à plus de Mach 12, se moquant de chaque algorithme prédictif du Pentagone. Les intercepteurs américains et israéliens ont tiré désespérément dans un ciel vide, poursuivant des fantômes qui n'étaient jamais là. L'impact a été biblique. Quand le premier Fatah a frappé Al-Udeid, l'explosion n'était pas seulement destructrice, elle était apocalyptique. Une fanfaronnade de salle de presse peut dépasser un titre, mais elle ne peut pas dépasser Mach 15. À une vitesse aussi folle, l'énergie cinétique à elle seule a transformé l'ogive en une lance anti-bunker faite de pure physique. Les pistes en béton renforcé ont éclaté comme du verre. Les dépôts de carburant souterrains ont explosé en boules de feu hautes de centaines de mètres. Les hangars abritant des F-35 valant des milliards de dollars se sont effondrés instantanément, enterrant les avions de chasse les plus avancés de l'Amérique sous des décombres en flammes. Les centres de commandement qui coordonnaient autrefois tout le Golfe ont été changés en cratères fumants en quelques secondes. Les réseaux radars censés protéger la base ont fondu sous la chaleur et l'onde de choc. En moins de 10 minutes, le joyau de la puissance américaine au Moyen-Orient était paralysé au-delà de toute réparation immédiate. Au même moment, d'autres missiles Fatah filaient vers Israël. Les bases aériennes abritant des escadrons de F-35 étaient éventrées. Les bunkers profondément enfouis, autrefois considérés comme sûrs, se fissuraient sous la seule force cinétique. Le réseau de défense aérienne tant célébré d'Israël s'est révélé être de la ferraille coûteuse face à une arme opérant sur un plan de physique entièrement différent. Trump, regardant le cauchemar se dérouler depuis la Maison-Blanche, serait resté silencieux pour la première fois depuis des années. L'homme qui avait promis d'oblitérer l'Iran assistait maintenant à son plus grand cauchemar stratégique en temps réel. Netanyahou, le maître autoproclamé de la puissance au Moyen-Orient, ne pouvait que regarder avec horreur ses rêves de domination régionale brûler sur des images satellites en direct. Voilà la terreur de Fatah. Il ne détruit pas seulement des cibles, il détruit la confiance. Il détruit l'illusion que l'Amérique et Israël contrôlent les cieux. À Mach 15, avec furtivité au plasma et manœuvrabilité terminale, aucun système de défense actuel sur Terre n'était réellement préparé. L'Iran avait utilisé avec sagesse les 14 jours que Trump lui avait si généreusement offerts, perfectionnant ce monstre, le chargeant des systèmes de guidage inertiel et des capteurs infrarouges les plus avancés, et programmant chaque coordonnée importante d'Al-Udeid et des bases aériennes israéliennes profondément dans son cerveau numérique. Le roi dinosaure n'a pas rugi. Il a hurlé à travers les cieux et livré l'extinction. Pendant que le monde traitait encore le choc de la salve initiale,
La deuxième phase était déjà lancée. Des milliers et des milliers de drones suicides intelligents s'élevaient comme une plaie biblique, prêts à achever ce que les monstres hypersoniques avaient commencé. Le Fatah avait ouvert les portes de l'enfer. Maintenant, les saints arrivaient pour inonder le champ de bataille. Juste après que le ciel eût été déchiré par les monstres hypersoniques Fatah hurlants, l'Iran a déclenché la phase 2, un cauchemar auquel aucune armée sur Terre ne s'était jamais préparée. Pas des dizaines, pas des centaines. Des milliers de drones suicides intelligents se sont élevés depuis des lanceurs mobiles, cachés à travers l'Iran et ses territoires alliés comme une plaie biblique de sauterelles d'acier. C'était l'attaque en essaim à pleine puissance, le feu de saturation infernale qui allait briser à jamais les chines des défenses aériennes américaines et israéliennes. Ce n'était pas un chaos aléatoire, c'était une annihilation orchestrée. La nouvelle doctrine iranienne de frappe préventive pour la survie atteignait son sommet terrifiant. Pendant que les missiles Fatah, ces rois dinosaures, perçaient des trous dans les cibles les plus fortifiées à Al-Udeid et sur les bases aériennes israéliennes, le ciel devenait noir sous des vagues successives de drones létaux. Bon marché, mortels et terriblement intelligents. La première vague était composée de leurres, de simples drones à faible coût conçus pour saturer les écrans radars ennemis. Leur seule mission, forcer l'Amérique et Israël à gaspiller leurs intercepteurs valant plusieurs millions de dollars. Et cela a parfaitement fonctionné. Les batteries Patriot à Al-Udeid et les systèmes du dôme de fer en Israël ont commencé à tirer désespérément dans la nuit, illuminant le ciel de traînées de feux coûteuses. Chaque drone abattu coûtait des millions à l'ouest, tandis que l'Iran ne perdait que de la petite monnaie. Voilà le genre d'analyse coûts-avantages qu'aucun slogan de rassemblement ne veut afficher sur un écran géant. Puis sont venus les vrais tueurs. Les deuxième et troisième vagues étaient des variantes Shahed 136B, améliorées avec une intelligence des saints. Ces drones pouvaient communiquer entre eux en temps réel. Si l'un était détruit, les autres redistribuaient instantanément les cibles, trouvaient les points faibles du réseau de défense et s'adaptaient comme un organisme vivant. Ils volaient extrêmement bas, épousant le terrain, glissant à travers les zones mortes radar. Leurs moteurs sonnaient comme un millier de frelons en colère descendant sur le champ de bataille. La base aérienne d'Al-Udeid, déjà saignée par les frappes Fatah, faisait maintenant face à une surcharge totale. Des milliers de drones encerclaient son périmètre depuis plusieurs directions. Les dépôts de carburant qui avaient survécu à l'attaque hypersonique initiale explosaient en boules de feu gigantesques. Les équipes de réparation tentant de sauver des F-35 endommagés étaient forcées de courir se mettre à couvert pendant que des drones kamikazes s'écrasaient sur les hangars et les postes de commandement. Le quartier général autrefois puissant du Centcom sombrait dans le chaos. Les lignes de communication s'effondraient. Les opérateurs radars regardaient avec horreur leurs écrans se remplir de points rouges sans fin. Au même moment, des attaques coordonnées frappaient Israël depuis 3 directions, directement depuis l'Iran, depuis le Hezbollah au nord et depuis d'autres forces de résistance au sud. Le ciel au-dessus de Tel Aviv et des bases aériennes israéliennes est devenu un spectacle mortel de drones explosants et d'intercepteurs tirés dans l'urgence. Le dôme de fer, la fronde de David et les systèmes Arrow ont été poussés au-delà de leurs limites. Le calcul était implacable. Quand vous lancez 1000 drones bon marché et que l'ennemi n'a que 200 missiles coûteux, une simple soustraction décide du vainqueur. 800 cibles sont passées. Les pistes déjà endommagées par Fatah ont été entièrement criblées de cratères. Des centrales électriques ont explosé en boules de feu spectaculaires, plongeant des régions entières dans l'obscurité. Des installations de stockage de carburant sur les bases israéliennes se sont transformées en brasiers furieux. L'effet psychologique a été dévastateur. Des civils israéliens se sont entassés dans des abris anti-aériens pendant que le ciel pleuvait du feu. Des soldats qui avaient autrefois cru à leur supériorité technologique ont alors fait face à la réalité terrifiante que leurs boucliers coûteux avaient échoué. Trump, regardant les images en direct depuis la Maison-Blanche, aurait frappé du poing avec rage et incrédulité. L'homme qui aimait tweeter « Nous avons la plus grande armée du monde ». Voyez maintenant cette même armée humiliée par des drones iraniens bon marché et une brillante tactique. Le slogan avait encore ses dorures, mais la facture du champ de bataille était imprimée en fumée. Le gouvernement de Netanyahou, qui avait promis à son peuple une sécurité totale, s'effondrait en temps réel. Voilà le génie de la stratégie de saturation de l'Iran. Ils n'ont pas tenté d'égaler la technologie américaine dollar pour dollar. Ils ont simplement inondé le champ de bataille de volume, d'intelligence et de pression implacable. Chaque intercepteur américain d'1 million de dollars gaspillé sur un drone à 20 000 dollars était une victoire stratégique pour Téhéran. Chaque trou percé dans le réseau de défense permettait à la vague suivante, plus létale, de pénétrer plus profondément. Les saints ne s'arrêtaient pas. Vague après vague, ils continuaient d'arriver.
Coordonnés, intelligents et impitoyables, les drones attaquaient les installations radars, les véhicules de commandement, les concentrations de troupes et les infrastructures critiques. En quelques heures, Al-Udeid et les grands centres militaires israéliens se noyaient dans le feu et la fumée. L'ancienne ère de domination aérienne occidentale est morte cette nuit-là. L'âge de l'essaim de drones avait commencé. L'Iran avait prouvé une fois de plus que la volonté, le nombre et la créativité tactique peuvent vaincre même la technologie la plus coûteuse lorsqu'ils sont utilisés avec une détermination absolue. L'hésitation de Trump leur avait donné le temps. Les dirigeants iraniens ont transformé ce temps en supériorité totale sur le champ de bataille. Le ciel appartenait à Téhéran. Maintenant, le ciel était devenu l'enfer lui-même. Ce qui avait commencé avec le tonnerre des monstres hypersoniques Fatah et s'était intensifié avec l'essaim noir de milliers de drones intelligents atteignait maintenant son apogée apocalyptique. Israël et le joyau américain au Moyen-Orient, la base aérienne d'Al-Udeid, se noyaient dans un océan de feu si vaste et impitoyable que l'ancien ordre du pouvoir régional est mort durant ces heures incandescentes. La chute d'Al-Udeid est venue d'abord. Autrefois forteresse intouchable de la puissance américaine, plus grande base aérienne américaine au Moyen-Orient, abritant plus de 10 000 soldats, des escadrons de chasseurs furtifs F-35, des ravitailleurs cassés, un 3-5, des avions de commandement et le système nerveux central du Centcom. Elle était censée être invincible. Elle ne l'était pas. Après que les premières frappes Fatah eurent ouvert ses pistes et ses bunkers de commandement, l'essaim de drones est arrivé comme un jugement divin. Vague après vague, il a frappé la base sans pitié. Les dépôts de carburant qui avaient survécu aux impacts cinétiques hypersoniques ont explosé en nuages de champignons de carburant d'aviation en feu, envoyant des flammes à des centaines de mètres dans le ciel nocturne. Les hangars s'effondraient les uns après les autres alors que des drones suicides plongeaient droit à travers les toits, explosant à l'intérieur et transformant des F-35 valant des milliards en métal tordu et fondu. Les pistes autrefois fières, assez larges pour lancer des armadas aériennes,